Radio GM reçoit aujourd'hui le président de l'étude Guénifé, acteur majeur de généalogie successorale et passeur de mémoire, Julien Liorca. Bienvenue. Merci, bien. Merci beaucoup de me recevoir. Aujourd'hui, vous venez nous parler des recherches de vos équipes qui ont permis de retrouver la trace de Mathilde Gauthier, voisine de René et Daniel Herschbaum, à laquelle ces derniers doivent la vie. Mathilde Gauthier est avec Léontine Bracchi, l'une des deux femmes qui a permis à la famille Herschbaum d'avoir la vie sauve. Qui étaient ces femmes si courageuses ? Alors, pour commencer par Mathilde Gauthier, c'était donc une voisine de la famille qui vivait seule puisque son mari était emprisonné en Allemagne et qui, en entendant quelques bruits la veille de la rafle du Veldiv, a accueilli la famille et a permis de les sauver tout simplement et de leur éviter cette cette rafle. Ensuite, la famille est partie dans la Sarthe et a été accueillie par Madame Bracchi qui finalement, au travers des différentes dénonciations qui ont eu lieu par des voisins, le père dans un premier temps, puis la mère ont été déportés et ne sont jamais revenus. Et Madame Bracchi a permis de sauver les enfants et les a accueillis. Et c'est ainsi qu'ils ont été finalement sauvés 2 fois par ces dames admirables, qui finalement étaient des dames comme tout le monde, des simples citoyens, mais des simples citoyens qui ont eu le courage, eux, de les cacher en prenant les risques que vous connaissez et qui ont vraiment permis de sauver ces 2 enfants. Il a été d'autant plus difficile de retrouver Mathilde qu'elle portait un nom très répandu et n'avait pas de descendance. C'est cela, et surtout dans la recherche et dans l'analyse qui a été faite du dossier de Madame Bracchi pour qu'elle soit reconnue juste parmi les nations, en regardant les différentes pièces, a été trouvée une lettre qui a mis en avant le rôle de Madame Gauthier au moment de cette rafle. Et Daniel Herschbaum s'est à ce moment-là rappelé qu'effectivement, son frère lui avait parlé, puisqu'il était petit à l'époque, lui avait parlé de Madame Gauthier. Et c'est ainsi que les recherches ont pu être entreprises. Alors, il y avait effectivement des histoires d'orthographe aussi qui ont compliqué un petit peu la chose, mais le travail a été fait, on a pu retrouver Madame Gauthier, enfin en tout cas ses descendants ensuite. Combien de temps, de personnes, cette enquête bénévole, il est utile de le préciser, a-t-elle nécessité ? Alors tout d'abord, nous avons bon nombre de nos collaborateurs chercheurs, diplômé en histoire, et en l'occurrence, il s'agit de Romain Dupré. Romain Dupré est un de nos chercheurs qui est en région parisienne et qui a fait une thèse sur l'antisémitisme de Dreyfus en 1940. Et sa directrice de thèse l'a mis en relation avec la cousine de la famille, et c'est ainsi que les recherches ont pu prendre. Ça a pris à peu près 3 mois. Il a consacré environ 80% de son temps. Il a été aidé par d'autres de ses collègues, puisqu'il y avait des recherches aussi dans d'autres zones géographiques, notamment pour retrouver les descendants. Mais voilà, ça a pris à peu près 3 mois pour 80-90% de son temps. Alors on sait que la famille Herschbaum vit en Israël. Toutefois, a-t-elle pu rencontrer celle de la famille de Mathilde Gauthier ? Oui, et ça s'est fait lors de la cérémonie de la remise des médailles, ça s'est fait un petit peu avant aussi. Ce qui est absolument extraordinaire dans le comportement de Madame Gauthier, c'est que son petit-neveu, donc, qui a reçu cette médaille cette décoration à titre posthume, avait bien entendu fréquenté Mathilde Gauthier pendant une 15aine d'années, et elle ne leur avait jamais raconté l'histoire. C'est-à-dire que elle a fait quelque chose d'héroïque, et c'était pas tous les dimanches midi où elle venait en disant « Rappelez-vous de ce que j'ai fait ». Non, pas du tout. Il l'a découvert au moment où il a été contacté pour cette remise de décoration. La cousine de René et Daniel, les 2 enfants de l'époque, a fait le choix de l'étude Guénifé pour son expertise généalogique et sa connaissance historique. Avez-vous retrouvé la trace d'autres justes parmi les nations ? Alors, non, c'est la première fois que nous avons un dossier qui, pour nous, est aussi emblématique et important. Mais, et je vous le dis d'ailleurs, pour vos auditeurs, si nous devions le refaire, nous le referions avec plaisir et à titre bénévole, car je crois que au-delà de notre activité, notre vocation, c'est de travailler sur l'humain, sur les familles, et participer à ce devoir de mémoire est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et nous sommes sollicités parfois pour d'autres problématiques
de ce type-là, mais c'est la première fois où nos recherches arrivent à un tel niveau de reconnaissance pour un juste parmi les nations. Les missions de l'étude Guénifé, spécialisée dans la gestion des avoirs en déshérence, sont la recherche des héritiers, leur identification et leur représentation. Oui, c'est cela. Nous sommes des spécialistes de la protection d'héritage que l'héritier ne connaît pas. Donc nous allons mener différentes actions qui consistent dans un premier temps à traiter la dévolution de la personne décédée qui n'a pas pris différentes dispositions avant son décès pour transmettre son patrimoine. Une fois que nous avons localisé les héritiers, nous leur expliquons leurs droits, leur héritage, comment les choses vont se passer. Parfois, nous leur expliquons les liens familiaux qui les unissent, parce que c'est le reflet de la vie de nos sociétés. Et puis surtout, parallèlement, nous gérons et nous protégeons l'héritage de ces personnes, puisque si nous avons des recherches qui durent pendant, disons, 2 ans, il faut bel et bien prendre des dispositions pour protéger les biens immobiliers de façon à ce qu'ils ne soient pas squattés, abîmés et autres. Et c'est l'ensemble de notre travail que nous faisons au quotidien. Pourriez-vous justement nous expliquer ce que signifie la fiducie, la mise en place pour assurer la protection des biens de l'héritier ? Alors, c'est une particularité qui est issue, alors c'est un petit peu technique, mais finalement c'est relativement simple. La profession de généalogiste a certaines réglementations, notamment pour effectuer les recherches. Nous sommes autorisés par le procureur de la République pour pouvoir aller faire ces différentes recherches dans les administrations. Mais en ce qui concerne les fonds de la succession, il n'y a pas de réglementation spécifique et nous ne sommes pas comme un notaire avec des comptes de tiers isolés et sortis de notre patrimoine. Et donc, nous recevions avant les fonds héritiers dans notre comptabilité. Avec la fiducie, cela nous permet de ne pas l'avoir dans notre comptabilité, ce qui veut donc dire que ces fonds sont totalement sanctuarisés, que nous ne les utilisons pas pour notre quotidien, qu'ils sont bel et bien à part de notre patrimoine. L'héritier est donc garanti de toucher ces fonds, et si d'aventure il nous arrivait la moindre difficulté, les fonds sont protégés, insaisissables, et totalement cantonnés, protégés pour l'héritier. Nous sommes les seuls à le faire en France. C'est un système tout à fait légal qui permet de l'organiser. Quiconque, d'ailleurs, tous les acteurs pourraient le faire, mais nous sommes les seuls à le faire depuis 5 ans. Et c'est une garantie supplémentaire que nous apportons à l'ensemble de nos mandants, principalement les notaires, et de nos clients, les héritiers. Cette histoire très émouvante a permis de faire découvrir un métier très peu connu et pourtant passionnant, la généalogie successorale. Comment exercer dans ce domaine ? Alors, j'en parlais tout à l'heure. Nous avons, au niveau chercheur, des historiens, des personnes qui vont avoir fait des études plutôt dans le domaine de l'histoire. Ensuite, il faut être passionné. Il faut être passionné, il faut avoir des valeurs humaines importantes parce que, franchement, on voit tous les reflets de la société, toutes les vagues migratoires, les guerres, les familles recomposées ou autres. Donc, il faut surtout avoir une grande passion pour ce type de métier. Ensuite, nous avons aussi des juristes, des personnes qui vont avoir fait des études de droit, diplômés notaires ou non. Et là aussi, ce sont des personnes qui, plutôt que d'exercer le droit dans des offices notariales ou dans des choses peut-être plus, courantes, des ventes immobilières, des choses comme ça, se retrouvent à vivre dans des histoires humaines chaque fois différentes où parfois, vous voyez un petit peu les drames qu'il y a pu avoir dans les familles, mais souvent, vous recomposez des familles et vous faites rencontrer des héritiers qui s'étaient perdus de vue ou qui ne se connaissaient pas. Et donc, il y a énormément d'histoires qui sont particulièrement émouvantes. Un grand merci pour cette interview. Je mentionne le site de Guénifé, www.étudesguénifé.com. Merci. On estime à 22 millions de tonnes les économies réalisées grâce aux ressourceries. Margot Girard, qui dirige la bien nommée Rien ne se perd, située aux terrasses du port, nous présente cette boutique dans le genre nouveau. Bonjour Margot. Bonjour.
La première question qui me vient d'abord à l'esprit est de vous demander ce que signifie une ressourcerie éphémère. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ressourcerie éphémère, elle a été créée sous l'impulsion des terrasses du port, de la société Emerson qui commercialise les espaces commerciaux aux terrasses du port, qui a contacté notre réseau régional des ressourceries en demandant si si le réseau des ressourceries serait intéressé pour mettre en place une ressourcerie éphémère. Pourquoi une ressourcerie éphémère? Parce qu'on est sur une ressourcerie est un modèle économique qui est difficile, qui est compliqué, et c'est toujours délicat. On n'est pas comme une grande marque de consommation que tout le monde connaît, où on peut se permettre de se dire, bah, on va prendre un local aux terrasses du port pendant X temps. Et donc, on fait des tests. Et donc, le partenariat qui a été mis en place entre les terrasses du port et le réseau régional des ressourceries de la région PACA a permis cette expérimentation. Et c'est pour ça que pour le moment, cette ressourcerie est éphémère. D'accord. Et donc, vous travaillez avec 4 ressourceries de la région, enfin, des Bouches-du-Rhône plutôt? C'est ça. En fait, cette ressourcerie, elle est portée par 4 ressourceries. Donc, nous, qui sommes sur Aubagne avec la ressourcerie Le Dirigeable, qui est portée par l'association Evolio. Une ressourcerie de Marseille qui s'appelle le Recyclodrome, qui est une ressourcerie historique. La Régie Service 13, qui porte également une ressourcerie sur Marseille. Et Histoire sans fin, qui est une association qui a une ressourcerie sur Venelle, donc au nord d'Aix-en-Provence. Et c'est un partenariat collectif, donc entre nos 4 structures, pour pouvoir mettre en œuvre cette ressourcerie qui fonctionne 7 jours sur 7 aux terrasses du port. Le nom de la ressourcerie Rien ne se perd est on ne peut plus clair. Que deviennent les objets qui ne peuvent pas être récupérés? Alors, chaque ressourcerie fonctionne différemment, mais en ce qui nous concerne, tout ce qu'on ne peut pas réemployer, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui partent directement en boutique, en l'état, on n'a rien à faire. Après, il y a des objets qui partent dans nos ateliers de réparation. Donc, on a des ateliers de réparation de vélos, cycles. On a des ateliers de réparation sur tout ce qui est des 3E, donc électronique, électroménager. Et enfin, on a des ateliers de réparation de mobilier de bois. Donc, tout ce qui peut être réemployé réparé partent dans nos ateliers. Et ce qui, malheureusement, ne peut être ni mis en boutique directement, ni mis dans nos ateliers, part dans nos filières de recyclage. On a des partenariats avec les éco-organismes. Donc, on trie les différents gisements et le maximum part en recyclage. On essaye, nous, d'avoir moins de 10% qui partent en déchets ultimes de tout ce qu'on réceptionne sur notre ressourcerie. Donc tout cela génère une économie circulaire qui est importante tout de même dans la consommation par rapport à la fast fashion. Quelle est la part de cette économie circulaire? Alors, elle est difficile à mesurer. Ce qu'on se rend compte, nous, à notre échelle, en tout cas sur le territoire d'Aubagne, c'est qu'on est de plus en plus identifiés. On a de plus en plus de particuliers qui viennent nous déposer leurs objets. Il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a des objets qu'ils n'utilisent plus, mais on a même des objets sous blister. C'est là où on se rend compte qu'on est dans une société de très forte consommation. Et donc, c'est important que des ressourceries comme la nôtre, mais comme d'autres, fonctionnent pour justement éviter que tous ces objets partent dans le circuit des déchets, mais soient bien mis dans un circuit de réemploi parce que ça fera un heureux sur le territoire et on crée cette économie vertueuse où en fait, quand une personne n'a plus besoin ou n'a plus envie d'un objet, on peut lui donner une seconde vie et elle aura un nouvel heureux propriétaire. Tout à fait, c'est quelque chose de positif. On parle souvent des journalistes qui font des sujets moroses, mais là, vous venez de prouver le contraire. Oui, Il ne faudrait pas aussi inciter les entreprises à adopter ce mode plus vertueux? Alors, on essaye d'avoir des partenariats avec les entreprises. Ça fonctionne de plus en plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, toute entreprise a des obligations sur sa gestion des invendus. Donc, il existe aussi des partenariats qui sont mis en place avec différentes ressourceries. On essaye, nous aussi, on travaille des créations par exemple, de goodies pour les entreprises qui sont en matière réemployée. Voilà, on essaye de trouver des solutions aussi pour être une force de vente, nous, auprès des entreprises, donc à travers les mobiliers qu'on est en capacité de créer, et également d'être une proposition d'une autre manière de gérer leurs déchets, et notamment via des partenariats qu'on a avec Valdelia, qui est l'éco-organisme sur les mobiliers professionnels. On peut, quand une entreprise change son mobilier ou change ses équipements, venir nous les récupérer pour faire du réemploi derrière.
Il y a donc une dimension éthique avec le respect de l'environnement dans la ressourcerie, mais c'est aussi une façon d'aider les personnes en insertion. Tout à fait. Alors, toutes les ressourceries ne fonctionnent pas sur un modèle d'atelier chantier d'insertion, mais c'est le cas, nous, chez Evolio. C'est-à-dire que notre ressourcerie à Aubagne est un atelier chantier d'insertion. Donc, toutes les personnes qui travaillent, hormis l'équipe d'encadrement, toutes les personnes qui travaillent sur la ressourcerie sont des salariés qui sont dits en insertion. C'est qu'elles bénéficient d'un agrément qui est délivré par Pôle emploi pour avoir un contrat de travail chez nous. Et l'idée étant qu'elles aient un accompagnement social et professionnel plus conséquent pour pouvoir avoir une seconde chance ou en tout cas trouver une nouvelle voie dans leur carrière professionnelle. C'est un effet important de le souligner. Cette interview sera aussi peut-être pour certains l'occasion d'en finir avec les préjugés. Oui, on peut trouver de beaux objets de première ou de seconde main dans une ressourcerie. Oui, il y a des très beaux objets. On fait aussi des vides maison, on a plein de choses et on se rend compte que, ne serait-ce une donnée très importante, hein, c'est que je pense que toutes les ressourceries partout en France, leurs premiers acheteurs, c'est les brocanteurs, hein, qui savent très bien qu'il y a de très très bonnes affaires à faire dans les ressourceries. Donc on peut trouver de très belles choses dans les ressourceries. Et après, on a le volet créatif et de l'upcycling de nos ateliers. Nous, sur notre structure, on a des ateliers ponçage et peinture. On a la chance aujourd'hui d'avoir des artistes qui sont avec nous et on propose à la vente des objets de très grande qualité et avec une dimension esthétique très forte. Ça devient donc très tendance. Exactement. Alors, ouvrir une ressourcerie au sein même des terrasses du port marque le début d'une révolution dans la manière de consommer. Aujourd'hui, comment coach-t-il les ressourceries pour qu'elles soient familières de la majorité des citoyens? Alors, je pense qu'il y a une tendance forte aujourd'hui. On voit bien hein, de nombreuses très grandes marques de vêtements aujourd'hui font de la seconde main. Il y a toute une... c'est dans le sens des choses. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se dire qu'ils consomment de manière plus vertueuse, de manière plus responsable. Donc, pour nous, c'est une opportunité très forte. On voit bien, on a une évolution au sein de nos ressourceries sur nos publics. On a de plus en plus de personnes qui n'étaient pas forcément des clients de ressourcerie qui viennent chez nous. Et pour nous, l'avantage d'avoir une belle ressourcerie comme ça, en plus de manière collégiale et partenariale avec plusieurs structures où on propose du coup des créations venues de différentes structures, ça permet d'avoir un large choix. C'est une opportunité de toucher une clientèle qui ne viendrait pas naturellement chez nous. Et donc, du coup, de montrer, comme ce que vous disiez, c'est qu'en fait, au sein d'une ressourcerie, on peut trouver de très belles choses et donc de casser un petit peu ces clichés, ces préjugés qu'on a que le fauteuil de la grand-mère ou une tasse ébréchée, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci beaucoup Margot pour cette interview fort utile. Je mentionne le site internet ressourcerie-du-6 ledirigeable.shop. Exactement. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. Au revoir.